Bienvenue dans Infectiopod, la série de podcasts du CEMIT, le collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales. Dans cette première saison, le CEMIT vous propose de vous aider, internes, praticiens, quelle que soit votre spécialité, à mieux appréhender le bon usage des antibiotiques. Épisode 5, infection urinaire. Bonjour professeur Etienne. Bonjour. Merci d'être avec nous, je suis Guillaume, et avec Kevin, nous sommes internes, et nous aimerions vous parler d'un sujet qu'on pense maîtriser, mais qui nous réserve encore pas mal de pièges, les infections urinaires. Alors, la première question, c'est sur le CBU. On entend souvent qu'il faut pas traiter sans symptômes, mais on fait quand même pas mal de CBU, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, tu as tout à fait raison. Un ECBU positif sans symptômes, ça arrive très souvent chez plus de la moitié des femmes de plus de 75 ans, et donc particulièrement chez les sujets âgés, les porteurs de sondes urinaires, ou après certaines chirurgies comme les dérivations de type briquaire. Mais sans signe clinique, on ne traite pas. Ce qui fait décider d'un traitement, c'est les symptômes. Et l'ECBU ne sert qu'à guider l'antibiothérapie, pas à poser le diagnostic. Donc, traiter une colonisation, c'est même dangereux, non? Oui, tu as raison, ça peut être délétère. Tu exposes le patient à un risque accru d'infection urinaire, c'est un peu paradoxal. Tu augmentes la mortalité, notamment chez le sujet âgé, et tu favorises l'émergence de résistance pour le patient et pour la collectivité. Ouais, d'accord, mais avant une chimio ou une prothèse de hanche, c'est quand même pas mal de traiter. Non, ça, Guillaume, c'est une idée reçue. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un UCBU positif, ça n'augmente pas le risque d'infection post-opératoire ou de complications d'une chimiothérapie. Les seules exceptions, ce sont certaines chirurgies urologiques et les femmes enceintes à partir du 2e trimestre. Mais au final, on fait beaucoup de CBU pour pas grand-chose. Ah oui, exactement. Des études récentes montrent qu'environ un tiers des ECBU sont inutiles ou inexploitables, même dans les services un peu spécialisés. Et ça a un vrai impact écologique. Pour te donner une idée, sur une année, les ECBU d'un CHU de taille moyenne, c'est l'équivalent de 75 fois le tour de la Terre en voiture en termes d'empreinte carbone. Donc 25 tours de la Terre complètement inutiles. Justement, quand le CBU revient positif, mais à entérocoque, on fait quoi? Ah, là aussi, attention. Une étude solide de Thomas Houghton a montré une très mauvaise corrélation entre la présence de l'entérocoque dans le CBU et sa réelle présence dans la vessie. Donc on traite un entérocoque s'il est seul à l'ECBU, uniquement s'il y a des symptômes évocateurs et jamais à l'aveugle. Et s'il est retrouvé avec un autre germe, on ne le cible que si les signes persistent malgré le traitement de l'autre pathogène ou alors en cas de tableau grave comme un sepsis ou un sepsis sévère. D'accord, mais pour rester sur les pathogènes qui nous posent souvent question, en hospitalisation, on tombe régulièrement sur un ECBU positif à candida, dans un bilan de fièvre par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Le candidat dans les urines, le plus souvent, c'est une colonisation. Il ne faut vraiment pas traiter systématiquement, surtout que les études montrent qu'après traitement, le taux de recolonisation est presque de 100% 2 semaines après la fin du traitement. Un ECBU à candida, c'est surtout un signal. Il faut rechercher une pression de sélection antibiotique, un diabète déséquilibré, un résidu post-mictionnel, ou penser à changer une sonde. Et on ne traite vraiment que dans des contextes particuliers, comme la greffe, ou en cas de vraie infection documentée comme un sepsis. Ah oui, quand même. Et pour bien faire le CBU, il y a des choses à respecter? Ouais, des choses très simples et essentielles. Ça vaut vraiment le coup de mettre un peu d'énergie à expliquer comment faire un bon ECBU. Pas besoin d'antiseptique pour la toilette, un rinçage à l'eau suffit. Ce qui compte, c'est surtout d'éliminer le premier jet, l'équivalent d'une tasse à café d'urine, avant de commencer à recueillir les urines pour le CBU. Et chez les patients sondés, on prélève par l'opercule surtout, et maintenant on dit qu'il faut le faire idéalement après un changement de sonde si elle est toujours justifiée et qu'il n'y a pas de risque à changer la sonde. Alors maintenant, côté traitement, j'ai quand même l'impression que ça finit toujours par une fluoroquinolone. Ah non Guillaume, non. Les fluoroquinolones n'ont plus aucune place dans les cystites. En plus, la plupart des bactéries, même multirésistantes, restent sensibles à la phosphomycine et au pivmécillinam. Bon, bien sûr, les quinolones gardent encore un intérêt pour les infections urinaires fébriles chez l'homme en particulier, à condition que la souche soit sensible. D'accord, et chez la femme avec une pyélonéphrite, on part sur quoi? Eh bien, une fois que c'est documenté, on choisit l'antibiotique avec le spectre le plus étroit possible. Mais attention à ne pas confondre la bonne diffusion urinaire et la bonne diffusion tissulaire. Des molécules comme la phosphomycine, la nitrofurantoïne ou le pivmécillinam sont très efficaces pour les cystites dans la vessie, mais pas dans le parenchyme rénal. Et les durées de traitement, c'est toujours 14 ou 21 jours? Non, là encore, ça a bien changé.
on a pas mal d'études qui permettent de définir les durées maximales de traitement. Donc une règle simple, c'est jamais plus de 10 jours chez la femme et jamais plus de 14 jours chez l'homme. Et une dernière question, chez les patients ou les patientes qui font des infections urinaires à répétition, on met systématiquement de la fosfomycine une fois par semaine? Non, surtout pas systématiquement. D'abord, un bon interrogatoire et puis des examens simples, comme la recherche d'un résidu post-mictionnel, et on peut aussi s'aider d'un calendrier mictionnel. Ça permet souvent de dépister une anomalie urologique ou une cause qui va pouvoir être corrigée et éviter de mettre une antibioprophylaxie. Et si le problème persiste, une consultation spécialisée chez un urologue ou un infectiologue s'impose. L'antibioprophylaxie, c'est une exception. Merci beaucoup, professeur Etienne. Je crois qu'on a tous, surtout Guillaume, appris beaucoup de choses aujourd'hui. Avec plaisir. Les infections urinaires, c'est simple si on respecte quelques bonnes règles de base. Merci, professeur Etienne. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Infectiopod.